Et Hebdo Show Algérie revient pour une troisième partie. On continue dans l'œil d'Alger. On continue donc à parler de la situation au Yémen. Akram Khrayef, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Je donne la parole à Kamal Mansari. Vous avez des informations à nous donner, Kamal Mansari? Oui, s'agissant de la situation, je commencerai par le Yémen, parce que la situation n'est pas tout à fait, même si on a les militaires émiratis ont quitté le pays, les proxys existent toujours, notamment au sein du Conseil de transition au Yémen, qui est de facto une sorte de gouvernement de transition qui est pour gouverner le futur Yémen du Sud, parce que la partition n'est pas de fait, mais constitutionnellement parlant, elle existe du moment que le Sud du Yémen a sa propre constitution. Maintenant, pourquoi les Émiratis ont investi énormément au Yémen? Parce que d'abord, ils veulent, certes, comme l'a expliqué Akram, créer ce corridor et contrôler les flux maritimes allant à travers le Bab el-Mandeb jusqu'à la mer Rouge et jusqu'à la mer d'Oman. Ça, c'est une réalité. En plus, le fait d'avoir eu cette collusion avec Israël, lui permet de s'installer dans la Corne d'Afrique et à partir de là, vers les pays du Sahel, en passant par le Soudan et la Libye. Du moment qu'on sait pertinemment que les Émiratis utilisent la base militaire de Amdjaras au Tchad comme un pont entre les pays pour financer et armer les FSR, les forces de soutien rapide au Soudan, contre le gouvernement de Al-Burhan, Abdel Fattah al-Burhan, et en même temps pour aller soutenir les troupes du sud au sud de la Libye et par ricochet arriver jusqu'au Mali. Donc il y a une certaine collusion qui existe entre, bien évidemment, les Émiratis et les groupes rebelles qui sont contre, c'est-à-dire les régimes. Pourquoi? Parce que déjà, au Yémen, on a l'impression, c'est-à-dire on fait miroiter l'idée que le régime de l'Islah est un régime de frères musulmans. Au Libye, au Soudan, le régime soutenu d'Abdel Fattah al-Burhan est soutenu par les frères musulmans. Donc, elle est en train de faire croire que les frères musulmans constituent une menace pour la sécurité des Émiratis. Mais on a une autre collusion qui est très intéressante et importante à signaler, notamment au Sahel, avec certes les Marocains et aussi les Israéliens. Donc toujours cette connivence entre Israël et les Émirats existe pour que justement se concrétise ce grand plan qui est cité par l'Institut Horizon, qui est un institut marocain et qui dit que les Émiratis ont un plan d'encerclement de l'Algérie qu'ils appellent le containment. Donc nous avons une véritable stratégie menée par les Émiratis pour pouvoir justement aller vers l'encerclement de l'Algérie à travers l'appui qu'ils donnent au gouvernement, enfin aux autorités de Bamako, et en même temps en comptant sur le voisin marocain pour qu'il puisse concrétiser, parce que le Maroc avait promis à ces pays de l'OAS une ouverture, parce que ce sont des pays enclavés, il leur a promis une ouverture sur l'Atlantique. Et pour financer ces projets, il n'y a pas mieux que les Émiratis qui peuvent se déverser à flot des centaines de millions de dollars, comme ils l'ont fait pour le port de Berbarak, financement de 450 millions de dollars. Donc ils concrétisent cette stratégie de déploiement et de création, ce corridor long allant du Yémen jusqu'au Mali, par ce genre d'investissement parce qu'il en a les moyens et surtout il veut à tout prix arriver à colmater et à réduire au silence tous ces pays-là qui constituent une menace à Israël. Il faut rappeler que les accords d'Abraham qui ont été signés entre les Émirats et Israël était censé justement, avait un fondement particulier important qui est l'aspect sécuritaire. Donc tous les deux pays sont en connivence sur le plan sécuritaire. Ils s'accordent et ils ont une sorte d'alliance stratégique
et comme si c'est quelque chose de vital, donc pour les deux pays. Donc l'un ne peut pas se séparer de l'autre, et l'un compte sur l'autre. Aujourd'hui, si Israël avait reconnu le Somaliland, parce qu'il y a une base militaire qui va être créée par Israël, financée par les fonds émiratis, pour justement donner une présence à Israël et en même temps permettre le contrôle des flux maritimes à partir de Bab el-Mandeb. L'occupation de l'île de Socotra et de Mioun, ainsi que de Sokar, les trois îles occupées par les Émiratis, étaient justement des plateformes pour justement armer et financer tous ces groupes-là. Ils sont nombreux. Et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite a réagi, parce que Hadramaut, historiquement parlant, est un prolongement tribal de l'Arabie Saoudite. Donc on voit un petit peu, ça démarre du Yémen et ça va arriver jusqu'au Mali. Donc il y a toute une stratégie qui est mise en place, et ce n'est pas anodin, et ce n'est pas comment dire, de la provocation quand on dit que les Émirats est un pays qui cherche par tous les moyens à déstabiliser la région. Et c'est pour cela que l'Algérie était dans son droit de mettre en garde d'abord les pays du voisin, et en même temps, de par sa diplomatie, dire ce pays-là est un pays dangereux dont le seul but est de déstabiliser les régimes et les pays au profit de qui? Des pays occupants comme Israël et le Maroc. Chaque chaos organisé a une finalité. La finalité aujourd'hui à travers le Yémen, et donc le proxy qui est les Émirats, pour le compte de l'entité sioniste, c'est de tout simplement et tout bonnement installer l'entité sioniste à la frontière de l'Arabie Saoudite, à Hadramaut. C'est tout simplement ça. C'est de prolonger les frontières d'Israël aux portes de l'Arabie Saoudite, et c'est pourquoi on a compris cette réaction proportionnée de l'Arabie Saoudite, d'abord par les frappes militaires et surtout aussi par ce ultimatum de 24 heures pour quitter le Yémen. Très bien, merci Badis Khnissa. Je vais revenir vers vous, Akram Khrief, pour aller vers la région du Sahel, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une alliance Émirats Arabes Unis, alliance malfaisante bien entendu, Émirats Arabes Unis, Maroc? Oui, dans le Sahel, c'est clair que le tandem Émirats, Maroc et même entité sioniste sont en train d'opérer. Ils se proposent, ils font une offre de service pour les États de l'AES, offre de service incluant financement, fourniture d'armes et couverture sécuritaire et informationnelle. Pour le moment, il y a des réactions du côté malien, burkinabé, mais elles sont encore timides, et ceci à cause de la présence encore assez pesante de la Russie auprès de ces régimes-là. Mais il se peut qu'avec l'évolution de la situation, il y ait une sorte de retrait russe. Et là, on verra les différents régimes, à Niamey, Bamako ou à Ouagadougou, se mettre à la recherche de nouveaux sponsors. Ça peut être le tandem Rabat-Abu Dhabi, ça peut être aussi la Turquie qui fait une proposition très forte envers ces pays-là. Mais en tout cas, les Israéliens, les Marocains et les Émiratis essayent de se positionner avec un objectif peut-être qu'on pourrait qualifier de malfaisant, parce qu'il inclut aussi des négociations avec les groupes terroristes armés et dans une optique de déstabiliser la région, voire, comme un des collègues vient de le dire, balkaniser cette région-là, créer de nouveaux États à nos frontières et dans la région. Très bien, merci. Alors messieurs, on rappelle que le 22 décembre dernier, le Maroc et l'entité sioniste célébraient les 5 ans de normalisation de leurs relations, 5 ans après la signature des accords de la honte. Finalement, où est-ce qu'en est le Maroc aujourd'hui? 5 ans de normalisation, 5 ans d'alliance belliciste, Badis Khnissa. 5 ans de honte surtout, 5 ans je dirais, d'aplaventrisme diplomatique, notamment de la part du Merzen, puisqu'au final, il n'a rien gagné, il n'a tiré aucune dividende, du moins ce qui lui a été vendu, théoriquement. Mais je rappelle juste le point de départ et la genèse de cette normalisation. D'abord, une déclaration de la marocanité du Sahara occidental. À ce jour, le Sahara occidental est régi par des résolutions onusiennes. Il y a eu cette promesse farfelue, notamment, et de développement économique, et de protection, et de partenariat sécuritaire et autres. Sécuritaire, parlons-en.
Vous vous rappelez de la guerre des 12 jours, notamment avec l'Iran, quand l'entité sioniste a rappelé son équipement militaire, effectivement, pour pouvoir se protéger. Donc, bon, il faut qu'à un moment donné, qu'on s'achète un peu de dignité et puis surtout qu'on pense à son propre peuple, qui, lui, par contre, manque de tout. La question est aussi simple aussi à poser au peuple marocain, qui est la première victime, notamment de cette normalisation, qui d'ailleurs la décrit chaque jour au quotidien à travers des manifestations invisibilisées par le régime du Merzen exprès pour effectivement faire taire cette voix dissonante qui dit tout simplement, humainement parlant, rappelez-vous aussi, ça a été peut-être un mauvais timing pour le Merzen, le génocide à Gaza dans lequel le Merzen a été l'un des seuls, pour pas dire le seul pays dans la région qui était une base arrière de l'entité sioniste, qui a été fourvoyeur notamment d'armement, de plaques tournantes notamment d'armement qui venaient d'ailleurs. Donc on voit bien que cette normalisation est tout sauf un deal gagnant, disons, pour le Merzen. Pire encore, c'est qu'aujourd'hui, elle en paye les conséquences d'abord avec un peuple qui se soulève contre justement cette injustice, qui se soulève contre des calculs étroits diplomatiques qui ne servent pas du tout l'intérêt du pays, encore moins l'intérêt d'une classe sociale marginalisée. Et puis surtout, en matière de projection, l'entité sioniste aujourd'hui, elle fait son petit bonhomme de chemin avec son projet, à savoir le compte Israël, en occultant tout simplement le Merzen qui, pour elle, reste un pion, je dirais, dans une équation complexe dans laquelle le Maroc n'est pas considéré, en tout cas, comme un État, puisqu'encore une fois, je rappelle, depuis la normalisation, je ne cesserai de le répéter, le centre de gravité de la décision politique s'est délocalisé de Rabat à Tel Aviv. Ce n'est pas Karim pour moi, Khrayef, en ce qui attendez, me je vais vous concerne. donner la parole, messieurs. Le temps de poser juste une question à Karim Khrayef. Pour rebondir sur ce que vient de dire Badis Khnissa, est-ce qu'on peut honnêtement parler de normalisation diplomatique donc, entre Rabat et Tel Aviv, ou est-ce qu'on peut assumer qu'il s'agit avant tout d'un alignement sécuritaire et militaire aux conséquences régionales lourdes? Ça va au-delà de ça, c'est une sorte de soumission totale à un ordre établi, dicté par l'Occident, par l'axe Washington-Tel Aviv. Ce n'est en rien une décision qui est propre au Maroc, c'est une décision qui a été imposée au Maroc et le Maroc est en train d'agir en conséquence. Ce n'est pas quelque chose qui est en faveur du peuple marocain, comme ça a été dit. C'est une catastrophe totale. On le voit, c'est un facteur de déstabilisation sur lequel le Maroc a parié et qui risque d'emporter la monarchie à très court terme, vu les conséquences économiques et sociales que cela va engendrer. L'entité sioniste, Akram a gagné beaucoup d'argent dans cette histoire, parce que c'est également une histoire d'argent. Pour les dernières informations, le Maroc a signé pour 2 milliards de dollars d'équipements, d'achat d'équipements israéliens, soit un quart du budget annuel d'éducation nationale au Maroc en 2024. Vous savez qu'il y avait eu des manifestations de rue évoquées par Badis. Sur 15 ans. Absolument. Des manifestations des jeunes, de la Gen Z, qui dénoncent justement la situation du secteur de la santé et du secteur de l'éducation. Pour juste noter, et ça c'est des informations qui sont disponibles sur Internet, qu'il y a des entreprises sionistes qui sont au Maroc qui font des essais. Ils utilisent le Maroc comme un laboratoire. Alors, il y a une société qui s'appelle Sachal Group qui développe des technologies de tri de déchets, recyclage. Il y a une autre qui s'appelle Freeze M qui fait de l'extraction de protéines d'insectes. Et il y a un autre qui fait de la culture d'algues. Donc vous voyez comment ils traitent ce pays. Il était question d'échanges économiques, de dépasser 500 millions de dollars en l'espace de 4-5 ans. Ça ne dépasse même pas les 100 millions de dollars. Ça veut dire que celui qui gagne dans cette affaire, c'est bien l'entité sioniste. Et il faut rappeler aussi qu'il y a un mouvement très très fort, un mouvement social du mouvement de la société civile marocaine qui continue de dénoncer et de manifester dans la rue pour dénoncer ces accords, les accords d'Abraham. Ça veut dire ce qui établit normalisation, établissement de relations qui concerne aussi d'autres pays, dont les Émirats arabes unis et le Bahreïn, et qui appelle justement à rompre avec l'entité sioniste en raison du génocide commis à Gaza, entre autres, un génocide qui n'a pas été jamais dénoncé par Rabat. On parle de normalisation. J'aimerais ajouter juste 2 points qui relèvent de la sécurité intérieure du Maroc. Le premier étant la délocalisation massive de l'agronomie consommatrice d'eau israélienne, donc les plantations d'avocats, de melons, etc., qui consommaient énormément d'eau sur les territoires occupés, qui ont été tous
délocalisés au Maroc, pays qui est en grave déficit d'eau, et ce sont des régions entières qui sont asséchées pour les entreprises israéliennes. Deuxième point, on a un pillage systématique de la biodiversité marocaine, on a une captation du génome de l'arganier qui a été faite par des entreprises israéliennes qui ont créé une variante mutante de l'espèce et qui aujourd'hui sont en train de concurrencer le Maroc sur ce terrain-là. Donc on voit que les accords sont réellement en la défaveur du peuple marocain. On a parlé de normalisation depuis 5 ans, mais en réalité, si on regarde l'histoire de relations entre les deux pays, on parle plutôt de reprise des relations, du moment que les deux pays avaient déjà établi des relations, notamment à travers les bureaux de liaison qui existaient à Rabat et à Tel Aviv, entre les deux pays. Et en même temps, on voit que cette relation entre le Maroc et Israël était très ancienne, qui remontait aux années 60 avec la présence de nombreux agents du Mossad qui travaillaient au Maroc et qui ont déjà, cette collusion s'est traduite par ce fameux scandale d'espionnage des réunions de la Ligue arabe. Donc on a cette proximité était avérée entre les deux pays. Et en même temps que quand on regarde cette relation et on voit son impact sur la relation entre le Maroc et l'Algérie avant qu'elle ne soit interrompue, on a vu comment les Marocains ne se gênaient pas de menacer l'Algérie avec l'Israël. Et on a vu comment le ministre des Affaires étrangères israélien était venu au Rabat, c'est quelque chose d'inédit dans les relations entre pays, menacer l'Algérie à partir du Rabat en présence du chef de la diplomatie marocaine. C'est-à-dire, on voit que les intentions marocaines à travers cette relation ne sont pas simplement pour la sécurité du Maroc, comme ça a été le cas signé, prévu dans l'accord de 2021, signé entre le ministre de la Défense marocain et Benny Gantz, le ministre de la Défense israélienne. Et donc, c'est pour justement s'en prendre à un pays voisin qui est l'Algérie, qui a toujours gêné de par ses positions et de par ses positions sur la question du Sahara occidental notamment. Donc l'impact de ces relations, quand on parle de normalisation, il faut rappeler que c'est une histoire vieille. Et on a vu comment les archives du Mossad ont démontré que les agents du Mossad activaient en Algérie depuis au cours de la Révolution, c'est-à-dire que des opérations commandantes ont été menées par les agents du Mossad contre les Juifs, la communauté juive, notamment à Constantine, pour pousser les Juifs d'Algérie à faire leur alias, c'est-à-dire d'aller faire l'exode vers Israël. Donc, nous sommes vers un pays qui a entretenu des relations depuis de longue date. Il les a repris à travers en 2020. Et ce qui a été déclaré dans le Dahir royal, c'est de dire que nous allons reprendre nos relations. C'est une véritable reprise des relations, notamment à travers les liaisons aériennes, commerciales et tout. Donc ce sont des pays qui se remettent ensemble, contrairement à ceux qui n'ont jamais eu de relations avec Israël, notamment le Soudan. Et là, on voit que cette relation a eu des répercussions sur l'Algérie en matière sécuritaire. Et comme je vous l'ai dit, la liaison ou la collusion entre Tel Aviv et Rabat a pour objectif d'abord de cibler l'Algérie et en même temps de constituer une menace permanente pour l'Algérie à travers la mise en place de bases militaires, que ce soit d'entraînement ou de radars ou d'espionnage, y compris de drones, à l'intérieur du Maroc, qui cible l'Algérie. Je pense que les accords d'Abraham, c'est pas des accords de mise en relation entre deux États. Le Maroc n'est pas signataire de l'accord d'Abraham, c'est différent. Je suis d'accord, mais je pense que les accords d'Abraham ne sont pas la mise en relation entre deux États. Ensuite, l'accord qu'il y a eu entre Israël et le Maroc, pour moi, ce n'était qu'une formalisation de ce qui était connu de tous et de toutes depuis des dizaines et des dizaines d'années. D'accord ? Depuis l'affaire Ben Barka, par exemple. Bien avant, en l'occurrence. Mais il faut savoir dire les choses. Israël est gagnant de cet accord. C'est une évidence. Israël est gagnant, d'accord, de cet accord. Mais le peuple marocain, lui, est perdant dans cet accord. Une partie du peuple marocain, une grande partie du peuple marocain est vent debout justement contre cette normalisation. C'est important aussi de le dire. Le peuple n'est pas décisionnaire de ce qui se passe, d'accord ? Les manifestations qu'il y a eu
le prouve encore et encore. Maintenant, il faut se mettre en quelque sorte en sorte d'arbitre. Ce qui se passe, c'est que Israël profite justement de ce partenariat pour vendre tout et n'importe quoi, pour faire tout et n'importe quoi, par rapport à ces accords-là, par rapport à cette formalisation des accords et de relations diplomatiques. Quand Faisal tout à l'heure dit qu'il y a eu 2 milliards de dollars d'équipements qui ont été vendus, c'est 2 milliards de dollars sur 20 ans avec un crédit avec un taux faramineux qui ne va que creuser la dette du Maroc. Pas plus. C'est ça ce qu'il faut se dire. Le Maroc ne va pas venir avec 2 milliards de dollars et payer Israël, non. Israël va créer une dette supplémentaire au Maroc. La dette du Maroc, c'est 68 milliards de dollars. Pour pouvoir s'implanter encore plus. Donc en fait, ce jeu est très pervers. Cet accord est pervers. Mais malheureusement, c'est toujours le peuple qui trinque à la fin. Et c'est ça qui fait mal au cœur. C'est-à-dire, pour arriver à obtenir une reconnaissance américaine sur le Sahara et tout ça, ils ont vendu leur souveraineté. C'est-à-dire, on voit le prix à quel point les Marocains ont fait des concessions du jamais vu juste pour avoir une reconnaissance d'une puissance américaine qui elle-même ne reconnaît pas le droit international. Très bien. Je reviens. Une dernière question, pardon, Badis, pour Akram Khrayef avant de le libérer. Akram Khrayef, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'axe Rabat-Tel Aviv est un danger pour la paix régionale? Ah oui, clairement, c'est un danger pour toute la région, hein, je dirais même pour la Méditerranée occidentale, même pour les pays du sud de l'Europe. On a vu comment l'Espagne a été, de par son attitude favorable aux Palestiniens à Gaza, a été attaquée par l'entité sioniste, y compris par des médias marocains. Aujourd'hui, on a la formation d'un véritable axe nocif pour la région. Mais le problème, c'est que cet axe-là est un axe totalement déséquilibré parce que c'est un axe dont le cerveau ne se trouve pas à Rabat, mais il se trouve plutôt à Tel Aviv. Et donc, on est sur une israélianisation de la région et peut-être dans un avenir prochain, quand je dis un avenir prochain, peut-être le jour où le Tel Aviv ne pourra plus faire face aux missiles iraniens, se retrouver avec une nouvelle terre sacrée pour cette communauté-là au Maroc. Non, moi j'aimerais rebondir sur, encore une fois, la première victime de cette normalisation qui est tout bonnement le peuple marocain également. Effectivement, Mehdi, tu as évoqué cette question du peuple, des citoyens marocains. Moi, j'irai plus loin. L'une des conséquences de la normalisation aujourd'hui, c'est quoi? On sait que la première diaspora juive, israélienne notamment, en dehors des frontières des territoires occupés, elle se trouve au Maroc. On sait qu'effectivement, ils vivaient là depuis parfois même quelques siècles. Sauf que là, avec la normalisation, l'une de ses conséquences, c'est quoi? C'est de armer ou d'avoir un arsenal juridique qui donne le droit à la spoliation, qui donne le droit à exproprier des Marocains qui, eux, vivent dans leur maison depuis des générations, je dis bien des générations, sous prétexte que la normalisation le permet. Et puis, je reviens un peu sur un fait historique pour démontrer que là aussi, encore une fois, la collusion, elle est historique, elle a un ancrage, pour pas dire ancestral, millénaire, voire même, pour pas dire, à savoir le 10 juillet 1971. C'est la date du coup d'État raté de Skhirat. Coup d'État raté de Skhirat, le roi Hassan II a été non seulement exfiltré et protégé par la suite, par qui? Par un commando israélien qui a été dépêché pour justement protéger le royaume et protéger la monarchie. Donc on voit bien qu'effectivement il y a des accointances historiques et le Mekhzen lui rend bien, notamment antitationniste, avec cette normalisation dans laquelle on a sacrifié finalement le peuple marocain sur l'autel de l'indignité, sur l'autel de faux calculs, d'intérêts chimériques qu'encore une fois le peuple marocain attend toujours aujourd'hui, mais malheureusement qu'il ne verra jamais. Merci Badis Nissa. Merci également à vous, Akram Khrayef, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site MENA Défense. Merci encore une fois. C'est à vous. Alors, mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. On va accueillir Madame Sabrina Sebaihi, députée écologiste des Hauts-de-Seine. On revient tout de suite.